venir vous voir au plus près dans votre vie quotidienne pour mieux répondre à vos inquiétudes? Vous avez parfaitement résumé l'inquiétude des Français et les grandes interrogations. Parce que depuis le nombre d'actes 2 promis par Emmanuel Macron, notamment depuis la question des Gilets jaunes, sa grande rénovation, le fait qu'il devait écouter les territoires au moment des Gilets jaunes, qu'il devait recevoir plus de Français, qu'il devait faire plus de démocratie directe. Et puis ensuite, au second tour de l'élection présidentielle, il nous a dit « je vais refonder et rénover la politique française, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et au final, on arrive avec Borne Premier ministre, Darmanin qui reste au même poste, Le Maire qui reste au même poste, Dupond-Moretti qui reste au même poste. Ça s'appelle une grande révolution, comme on l'appelle. Donc on parla tout à l'heure de la nomination du nouveau ministre de l'Éducation nationale. En gros, il faut que tout change pour que rien ne change. Et on continue exactement comme avant. On peut se poser la question sur pourquoi est-ce qu'il a mis 4 semaines pour composer un gouvernement comme ça. Et on peut se douter en fait de ces questions d'intention. Moi, je trouve que sur les questions des intentions, Emmanuel Macron est quasiment le président parfait. Il veut refonder l'Union européenne. Il veut qu'il y ait la paix entre l'Ukraine et la Russie. Tout le monde veut cette paix. Il veut qu'il n'y ait plus d'SDF. Il veut qu'il n'y ait plus de pauvres. Donc sur les intentions, tout va bien. La seule question que les Français se posent, c'est est-ce que les actes correspondent aux intentions? Et c'est là où on a une difficulté. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se douter qu'avec une composition de gouvernement telle, composée pratiquement que de techno, eh ben on peut avoir une question de proximité avec les Français. Est-ce que vous voyez beaucoup de classes populaires, en fait? Est-ce que vous voyez la question du pouvoir d'achat, la question des classes moyennes, la question de la méritocratie qui sont incarnées par ce gouvernement? Je pense qu'il y a une dissonance incroyable chez Emmanuel Macron entre les intentions et les actes. Elisabeth Borne, financier apporté à telle ou telle réforme? Il faut expliquer pourquoi est-ce que les pays veulent faire la réforme des retraites. Pour différentes raisons. Premier point, c'est l'évolution démographique. C'est-à-dire que dans les pays occidentaux, lorsqu'on a mis en place la retraite à 60 ans dans les différents pays, eh ben, l'âge de décès était beaucoup plus avancé que ce que nous avons maintenant. Et avec le gain d'espérance de vie, du coup, on doit travailler plus tard. Et pourquoi est-ce qu'on fait la réforme de la retraite? Pour 2 raisons. Un, pour les questions d'équilibre des finances publiques. C'est qu'on vit sur une question de système de répartition. Ça veut dire que des gens cotisent, et ensuite le système de retraite permet de redistribuer aux retraités la question du gain produit par les salariés. Mais quand vous avez ce système en place, notamment mis en place par le CNR à l'époque, par le général de Gaulle, vous aviez beaucoup plus d'actifs, donc de gens qui travaillaient, que de gens à la retraite. Maintenant, la part est en train de s'équilibrer. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut des gains de productivité. C'est-à-dire que la France travaille en moyenne d'heures travaillées et au long de la vie beaucoup moins que les autres pays. C'est pour ça qu'on veut reculer la question de l'âge de départ à la retraite. C'est parce que ça permet en fait d'étendre... Et en même temps, il ne faut pas accuser les Français de ce genre de propos. C'est ce que diraient des hommes, des politiques, justement, pour dire bah oui, mais entre-temps, les Français, certains se sentent injustement traités. Ils trouvent qu'ils ne profitent pas assez du reste de la vie. Et vous leur dites, oui, mais vous travaillez beaucoup moins que d'autres. Il faut dire la vérité aux gens, parce que pendant 40 ans, on ne leur a pas dit la vérité. Quand vous prenez la moyenne d'heures travaillées par semaine et au long de la vie, les Français ont moins travaillé que les autres pays, comme l'Allemagne et les États-Unis. Et comment ça a résulté? Vous prenez le PIB par habitant, donc la moyenne de richesse créée par un seul habitant. La France, l'Allemagne et les États-Unis travaillaient et donc du coup gagnaient la même somme, environ 30 000 $ par an en 1980 en taux de conversion égal. Et aujourd'hui, les États-Unis gagnent 2 fois plus que nous alors que le niveau de vie moyen des Français s'est réduit. Pourquoi est-ce qu'on parle des problématiques de pouvoir d'achat? Parce que le nombre de créations de richesses n'a pas augmenté en parallèle. Et c'est pour ça que les Allemands, malgré le fait qu'il y ait beaucoup plus de travailleurs pauvres, vous n'avez pas des questions notamment portées sur l'inflation et sur la question du pouvoir d'achat parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que nous. Bernard Cohen fait des priorités. On va viser un certain type d'élèves dans certaines types d'écoles ou de régions. Je disais tout à l'heure qu'Emmanuel Macron avait quasiment rien changé, mais l'un des seuls bons points où on peut lui reconnaître, c'était la nomination de Blanquer, qui avait permis de rehausser le niveau, notamment après la pire catastrophe de l'histoire, qui était la Najat Vallaud-Belkacem. Pour laquelle Brigitte avait œuvré, nous avait-on dit à l'époque. Elle avait tout à fait raison. Et là, maintenant, ils rompt avec la ligne Blanquer. Mais pourquoi est-ce que Pape Ndiaye rompt avec la ligne Blanquer? D'une part, ils rompt avec la ligne républicaine et laïque de Blanquer, notamment parce que Monsieur Pape Ndiaye dit en gros qu'il veut importer les thèses wokistes. Et en ça, c'est une distinction du modèle culturel français. Parce que vous avez un modèle singulier, unitaire français, et lui veut importer en gros le modèle multiculturel wokiste américain. Et c'est ça la grande disruption de Pape Ndiaye. C'est pour ça que les gens s'inquiètent sur la question de Pape Ndiaye. C'est pas uniquement parce qu'il est franco-sénégalais, il a une carrière qui est brillante sur le plan universitaire. C'est pas ça qu'on lui conteste. Ce qu'on lui conteste, c'est sa ligne politique. Le deuxième point, c'est que Jean-Michel Blanquer, notamment dans les réformes qu'il avait mises en place, avait remis en place la question de la méritocratie. Ce que veut mettre en place Pape Ndiaye, c'est qu'en gros, il veut mettre en place la discrimination positive et donc rompre avec le modèle méritocratique français. Et donc, il veut rompre avec les traditions qui ont fait le creuset et l'excellence française. Alors que quand on regarde les différents classements de Shanghai, et notamment sur les différents classements PISA... On dégringole.
La France dégringole. On va notamment qu'on dégringole sur plusieurs points, sur la question de l'inégalité, sur la question du niveau des élèves. Les seuls pays qui arrivent à s'en sortir, c'est les pays est-asiatiques parce qu'ils ont remis en place la question de la méritocratie en avant. D'où aussi cette idée de réintroduire les mathématiques dans le tronc commun, alors que lui, rétroprédalage du quinquennat précédent. Il va rompre et notamment poursuivre les dérives d'Emmanuel Macron, notamment mettre en place la discrimination positive, c'est-à-dire que vous choisissez plus en fonction du mérite de chacun, qu'importe la distinction d'origine, de race et d'opinion, mais uniquement en fonction des origines sociales et de la couleur de peau. Est-ce que c'est ça le modèle qu'on veut pour nos enfants en termes de modèle de société? Et je pense que c'est pour ça que des gens auraient des raisons de s'inquiéter. Et pourquoi est-ce que les gens font des polémiques? Je rajoute ce dernier point, c'est parce qu'on connaît Emmanuel Macron. Dès qu'on va faire une polémique et dès qu'il y aura 2-3 types qui vont défiler avec un drapeau, il va reculer. Donc si on fait ça, il reculera. On connaît Emmanuel Macron. Pour dire que c'est une stratégie de personnalisation de Jean-Luc Mélenchon en fait qui est exagérée en fait et qui dessert peut-être aussi l'ensemble des idées et des autres composantes aussi de ce mouvement. Il y a plusieurs points sur la question de la gauche et sur Jean-Luc Mélenchon. Un, il a réussi un tour de force incroyable, c'est qu'il est arrivé 3e. Il apparaît aujourd'hui comme celui qui est le plus en dynamique, même par rapport à Emmanuel Macron et par rapport à Marine Le Pen. Marine Le Pen et même le bloc cumulé de droite avaient fait plus de 40%. Ils sont complètement inexistants, que ce soit LR, Reconquête et Marine Le Pen. Sur la question de Jean-Luc Mélenchon, il faut différencier 2 points. 57% des Français disent que la victoire de la gauche est possible. Ils ne disent pas que ce soit souhaitable. Et c'est ça la grande différence, la question. C'est-à-dire qu'éventuellement, ce qui peut se passer dans des seconds tours, parce qu'en fait, ce qui se joue dans les circonscriptions et les élections législatives, c'est que vous avez 577 élections. Et dans ces élections-là, est-ce que les électeurs de droite vont sauver un électeur de Macron pour faire barrage aux électeurs de gauche? Et c'est pour ça que la stratégie de personnification de Mélenchon est dangereuse, en fait. Est-ce que si la gauche était plurielle et peut-être portée par un social-démocrate classique, peut-être qu'il battrait un candidat de La République En Marche, parce qu'un électeur de droite ne voterait pas pour un électeur de La République En Marche pour battre un candidat de gauche normal républicain. Mais pour battre Jean-Luc Mélenchon, qui est le pire épouvantail pour un électeur de droite, peut-être qu'il se mobilisera. Et c'est en ça que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon a un point fort, parce qu'il mobilise le cœur électoral de la gauche, mais c'est pour ça qu'il peut subir au second tour pas mal de fronts républicains avec des électeurs de droite qui les battraient, en fait, pour les faire battre et pour les empêcher d'avoir une majorité absolue. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut avoir la majorité? Oui, il peut l'avoir. Est-ce que c'est probable? C'est plutôt improbable. Oui, non, mais les élus écologistes... On dirait ne savent pas comment s'attaquer au problème. Si, ils le savent, mais s'ils n'ont pas la bonne réponse, en fait. Je pense que Samuel Fitoussi a bien résumé la politique écologique en matière de sécurité, des écologistes en matière de sécurité. C'est que globalement, en fait, ils ne veulent pas régler le problème. On n'a ce problème-là uniquement à Lyon. Vous avez le même problème à Bordeaux, à Marseille et même dans les endroits où ils sont des alliés exécutifs, notamment aux socialistes. On a le même problème exactement avec Anne Hidalgo à Paris parce qu'elle est alliée avec les Verts. Et donc il y a une forme d'idéologie dans la réponse sécuritaire. Ils ne veulent pas répondre par la fermeté, ils veulent répondre en tendant l'autre joue. Et c'est ça qui est inacceptable pour une partie de la population locale. Et c'est pour ça que Laurent Wauquiez agit. Parce que Laurent Wauquiez, en fait, ce qu'il fait, c'est de la politique avec un grand P. Il remet de la politique qui n'est non pas une politique de gestionnaire où vous êtes là pour baisser ou augmenter uniquement les impôts locaux ou de distribuer quelques subventions à quelques associations. Il décide d'agir en faveur de ses citoyens. Il est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc il répond à une double défaillance. Une défaillance d'un point de vue local du maire de Lyon qui ne voudrait pas répondre à la question de la délinquance et à la question de la sécurité parce qu'il y a des vrais problèmes à Lyon. Quand on se rend à Lyon dans certains centres-villes, notamment dans certains quartiers, c'est quand même très difficile de se rendre tranquillement. On se souvient aussi des vidéos de ces fameux Dalton qui sillonnaient la ville et qui faisaient la une de l'actualité. Ou la visite de Bardella dans le cadre de l'émission de Morandini. Il y a plein de problèmes à Lyon et donc du coup il faut y répondre. Donc une défaillance de Grégory Doucet comme maire de Lyon, mais également une défaillance de l'État qui ne répond pas à la problématique de sécurité. Dans la plupart des grandes métropoles, vous avez une accumulation des violences et des problèmes. L'État est absent et le maire de Lyon est absent. Et c'est pour ça que du coup, en dernier ressort, les habitants ont dû alerter Laurent Wauquiez sur cette question parce que c'est le dernier ressort à pouvoir agir. Je crois que Laurent Wauquiez a raison. C'est vraiment violent parce qu'en fait, on vit une période qui est différente. On n'est pas dans la même période qu'avant où on gérait la chose publique par le consensus. Aujourd'hui, pour remettre de l'action politique, il faut avoir de l'autorité et de la force. Et ce que fait Laurent Wauquiez, c'est qu'il prend des décisions fortes où, normalement, d'habitude, quand vous aviez un exécutif de gauche qui passait à droite, l'exécutif de droite gérait les choses traditionnellement et perpétuait les trucs de la politique publique de la gauche. Ce que fait Laurent Wauquiez, c'est qu'il refait exister les valeurs de droite, en fait, sur des éléments de politique. Quand il décide de combattre Éric Piolle, c'est ce qu'attendent les électeurs de droite. Que Laurent Wauquiez, comme président de région, combattent les dérives d'Éric Piolle. Quand il combat Grégory Doucet, c'est que les électeurs de droite qui élisent Laurent Wauquiez et qui lui permettent d'être président de région combattent les dérives sectaires de Grégory Doucet. Ce qu'attendent les électeurs de droite, c'est que Laurent Wauquiez combatte les dérives des ayatollahs verts. Il se réapproprie le combat politique dont on a accusé les Républicains de l'avoir oublié. D'avoir abandonné. C'est un double enjeu. C'est à la fois le combat au niveau local pour les habitants de Lyon ou les habitants de Grenoble, mais également un combat qui est national. Parce que ce qu'ont oublié la droite, et notamment ce qui a conduit à notamment cet échec de Valérie Pécresse, c'est que la droite a oublié de penser, oublié de réfléchir dans le monde dans lequel on vit.
pour réfléchir, il faut à la fois mener un combat culturel avant. Le combat culturel précède la victoire politique. On a dit la même chose du Parti socialiste dans le même temps. Exactement, c'est ce qui s'est passé pour les deux. Et donc du coup, ce que fait Laurent Wauquiez, c'est qu'il mène un combat culturel pour permettre de faire montrer notamment qu'un président de région a le pouvoir de faire changer les choses et le pouvoir de changer la vie. S'il est incapable de changer les choses au niveau régional ou au niveau local, comment il peut prétendre à redresser la droite au niveau national, encore moins d'être président de la République? Donc il doit montrer au niveau local qu'il est capable de combattre Éric Piolle. Parce que si vous ne battez pas Éric Piolle et vous ne battez pas Grégory Doucet, qu'est-ce que vous allez faire contre Vladimir Poutine? Oui, alors attendez, pardon, parce que redresser la droite, la mission avait déjà été confiée à Laurent Wauquiez il y a quelques temps. Oui, mais justement, sur ces questions-là, peut-être qu'il a appris de ses erreurs et peut-être qu'aujourd'hui, il doit mener en fait la révolution qui est tendue. Ce qui s'est passé lorsque Laurent Wauquiez a perdu, notamment au moment des élections européennes, c'est qu'en fait, une partie des électeurs de droite considérait qu'il n'allait pas changer les choses. Et je pense qu'il a compris notamment les grandes évolutions contemporaines. Quand vous regardez au Royaume-Uni, ils ont mis Johnson, qui a été traité de fasciste, de je ne sais pas quoi par la gauche, mais qui a mené une politique qui était claire. La droite qui a gagné aux États-Unis, c'est celle de Donald Trump. Et donc vous avez une évolution, notamment des électeurs de droite, et ce qui a conduit à l'arrivée d'Éric Zemmour en France, au score de Marine Le Pen, qui demande beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de force pour mener une révolution culturelle et politique à droite, pour combattre 40 ans d'insécurité, de déclassement et de laxisme. Bernard Cohen-Sieu. C'est la plus grande clim de l'histoire pour le Real Madrid. C'est bien fait pour eux. Ils nous ont pris avec... Alors on reste fair-play, attention. Ils nous ont pris avec arrogance et par supériorité. Et le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ont montré qu'il y avait une fierté française et une volonté de redressement et que la flamme éternelle de la résistance ne s'éteindra pas. Oui, il y a quand même un gros chèque à la clé quand même. Oui, mais bien sûr, au Real Madrid, il aurait été payé par des coquillages et par des aides sociales, c'est évident. Mais pourquoi est-ce que je pense que c'est un événement majeur? En fait, ce qui se joue au-delà d'Mbappé, c'est pas uniquement la question sportive, la question du supporter du Paris Saint-Germain. Un peu quand même, parce que les Qataris aimeraient bien gagner la Ligue des Champions. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron s'est impliqué sur ce dossier personnellement? Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui dépasse le sport. Kylian Mbappé, moi je le suis depuis plusieurs années, est peut-être l'un des meilleurs joueurs et peut-être un des plus grands sportifs en termes de potentiel de tous les temps. C'est à peu près l'équivalent de ce que vous avez en NBA comme LeBron James ou Michael Jordan ou Tiger Woods au golf. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait il y a une telle implication, parce que pour un pays comme la France, qui a un génie français, et pouvoir le garder chez nous, notamment en vue des Jeux Olympiques, qui soit notre figure de proue en vue des Jeux Olympiques à Paris en 2024, est un élément fondamental. Et pourquoi est-ce que ça... Vous pensez que c'est l'argument qui a convaincu Kylian Mbappé? Il y a les JO à Paris en 2024. Bon, finalement... Ça fait partie des éléments qui... Il prolonge jusqu'à 2025, donc après les JO de 2024. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il y a un autre élément qui est important? C'est parce que ça renverse la domination qu'avaient les clubs espagnols sur nous depuis plusieurs années. Pendant plusieurs années, vous aviez Cristiano Ronaldo au Real et Lionel Messi au Barça, qui battaient régulièrement les équipes françaises. Et le maintien d'Mbappé en France permettra de dire aux générations des jeunes footballeurs français qui grandissent dans la région parisienne ou même globalement en France, de dire vous pouvez réaliser vos rêves, vous pouvez devenir le meilleur joueur du monde en restant en France, et ça permet d'être positif pour le PSG, pour la Ligue 1, le championnat français, et pour la France. Et on a battu le Real et on a battu l'Espagne. On peut rester très fier. Oui, mais on s'interroge souvent sur les salaires des sportifs en disant ils gagnent beaucoup. Mais s'ils gagnent beaucoup, c'est parce qu'ils ont un talent exceptionnel et que d'autres ne peuvent pas le faire. Il y a beaucoup de joueurs qui s'impliquent sur la question sportive et notamment du sport professionnel, mais il n'y a pas tout le monde qui a le niveau de Kylian Mbappé. Et quand il y a un joueur français qui est peut-être le meilleur joueur du monde, il faut être heureux, notamment qu'il soit français, et notamment qu'il nous ait permis de nous ramener une Coupe du Monde, et peut-être qu'il nous ramènera une deuxième Coupe du Monde. Alors attention, là, vous allez fâcher quelques-uns qui vont vous rappeler qu'un pénalty a été raté. Nous ramènera la Coupe du Monde. Et donc du coup, et souvent on pose la question des sportifs, mais il faut être heureux quand des Français réussissent à la fois en France et dans le monde. Il faut être heureux notamment aussi que des gens veulent nous l'avoir, nous l'acheter, nous l'acheter, et qu'on arrive à le maintenir chez nous. Pour une fois, c'est pas nous qui le payons non plus, William Tay. On n'est pas tout seul dans cette affaire. On trouve toujours un problème en disant oui, mais peut-être que s'il est resté, c'est pour l'argent, mais peut-être qu'il y avait aussi le projet sportif. Peut-être que ramener la première Ligue des Champions à Paris aurait été exceptionnel. Il ne faut pas prendre en compte uniquement les arguments des clubs espagnols, et il faut arrêter de nous dévaloriser. Et parfois, il faut être fier de réussir. Je suis évidemment complètement d'accord.